Il est 20h. Merci à tous de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a présidé ce jour une réunion du Conseil national de sécurité. Elle a été consacrée à la situation sécuritaire générale dans le pays et aussi à l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 14 décembre marque aussi le 10e anniversaire de la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France. Cet instrument de coopération est en exécution depuis 2012. Il s'agit de dresser un bilan au bout de 10 années de fonctionnement. La 45e conférence de l'Union parlementaire africaine UPA s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Plusieurs délégations parlementaires venues de 41 pays sont réunies à l'Assemblée nationale. Les échanges portent sur les différentes thématiques dont l'insécurité sur le continent et l'intégration économique. Et puis la frontière sud-est de la Finlande avec la Russie qui est de nouveau fermée. C'est une décision prise par Helsinki après les arrivées de plus de 400 demandeurs d'asile en seulement quelques semaines. Bienvenue, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil national de sécurité. Elle a été consacrée à la situation sécuritaire dans le pays et aussi à l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le communiqué final de cette réunion est lu par le ministre, directeur de cabinet du président de la République, secrétaire du Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 14 décembre 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale, la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire et la lutte contre les fraudes documentaires. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité se félicite de la bonne tenue des élections locales et sénatoriales qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre 2023 dans le calme et la quiétude, en dépit de quelques incidents enregistrés par endroits. En outre, le Conseil national de sécurité se réjouit des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal sur la période allant de janvier à novembre 2023. En effet, au cours de ces 11 mois d'activité, 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpis par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Le président de la République a, à ce titre, félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité et les a instruits à l'effet de s'assurer que les sites ainsi déguerpis ne soient pas recolonisés. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité a été informé du lancement effectif, le mardi 12 décembre 2023, de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommée Épervier 9, qui mobilise 3200 éléments des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire.
Cette opération, conjointement avec l'opération Mirador, qui a démarré le 1er décembre 2023, permettra aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude et la sérénité. Au titre de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le directeur général de la police nationale, président de la commission sécurité du comité d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, a présenté au Conseil national de sécurité le plan de sécurisation de cette compétition sportive qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Il a, en particulier, indiqué que la sécurisation de cet événement d'envergure qui se déroulera à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro mobilisera plus de 17 000 éléments de forces de défense et de sécurité et environ 2500 stadiers issus des écoles de police et de gendarmerie. Dans ce contexte, le président de la République a félicité les ministres en charge de la défense et de la sécurité et les grands commandements pour toutes les dispositions prises pour assurer que les populations vivant en Côte d'Ivoire passent les fêtes de fin d'année dans la tranquillité. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour s'assurer que la CAN 2023 se déroule dans d'excellentes conditions d'organisation et de sécurité. Au titre de la lutte contre les fraudes documentaires, le Conseil national de sécurité a été saisi par le ministre en charge de la sécurité de plusieurs cas de fraude et de falsification concernant les documents d'état civil et d'identité. Afin de contenir et d'annihiler ces actes criminels, le président de la République a instruit les ministres en charge de la justice et de la sécurité à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour identifier et traduire en justice les faussaires. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI pour accélérer la mise en œuvre du registre national des personnes physiques RNPP afin de sécuriser le processus d'identification, la digitalisation de la gestion de l'état civil ainsi que le déploiement de formulaires unifiés et sécurisés des actes d'état civil. Au terme de la réunion, le président de la République a invité de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à faire preuve de civisme durant les festivités de fin d'année. Il a en outre, dans le cadre de la CAN, exhorté les Ivoiriens à manifester à l'endroit des délégations étrangères l'hospitalité chère à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État exprime enfin ses félicitations à tous les membres du Conseil national de sécurité pour leur contribution à la paix et à la sécurité qui ont prévalu en Côte d'Ivoire tout au long de l'année 2023. Fait à Abidjan le jeudi 14 décembre 2023. Et ce jeudi 14 décembre est également marqué par le 10e anniversaire de la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France. En marge de la célébration de cette date symbolique, une convention relative à l'amélioration du système judiciaire ivoirien a été signée. Aboulaye Koné. Ces signatures suivies d'un échange de parapheurs consacrent le lancement d'une nouvelle convention de financement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Un nouvel accord qui met en route une enveloppe de 24 500 millions de francs CFA. Ce projet prévoit notamment l'érection de cité de la justice commerciale à Grand Bassam, la construction d'une cour d'appel à Bouaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt et de correction de Guiglo. Et nous aurons dans les mois qui viennent la signature et le démarrage de nouveaux projets
dans les domaines de la gouvernance financière, des ressources humaines en santé et du foncier rural. Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du 3e C2D, le mécanisme de reconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, un levier qui marque cette année son 10e anniversaire. Une rencontre bilatérale de haut niveau pilotée par le Premier ministre. Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. J'exprime ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à la bonne mise en œuvre de cet instrument de coopération dynamique et efficace au service de la population ivoirienne. L'opérationnalisation du C2D a démarré en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Les deux pays ont porté le montant global du dispositif à 1 902 milliards de francs CFA par la signature du 3e C2D à Paris le 27 octobre 2021. Ces 10 ans du C2D constituent donc l'occasion pour les deux parties de faire un bilan chiffré également au niveau d'exécution des différents programmes, ce qui nous amène à cette autre rencontre de haut niveau qui permet elle aussi de faire régulièrement le point, cette fois sur le partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne. La 7e session de ce dialogue de partenariat a été ouverte ce matin à Abidjan par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le point de Michel Digré. Cette 7e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne est l'expression de la volonté commune des deux parties d'œuvrer en synergie pour une coopération dynamique, fructueuse et mutuellement bénéfique. C'est la conviction du ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, qui a présenté à l'entame de ses propos les points de discussion. Des questions d'importance majeure sont inscrites à l'ordre du jour de la présente rencontre. Elle concerne pour l'essentiel notre coopération dans les instances internationales, l'état de droit, la sécurité, la migration, les accords internationaux, le climat des affaires et le développement durable, notamment tout ce qui concerne le cacao. L'ambassadeur de l'UE, Francesca Di Mauro, se veut rassurante. L'Union européenne est résolument engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour son développement. La Team Europe continuera de vous soutenir dans la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne, dans la transition énergétique, l'agriculture durable, le développement du capital humain, notamment via la stratégie Global Gateway. Cette stratégie combine des fonds publics, des dons et des prêts pour vous permettre de mobiliser le secteur privé afin de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a identifié des défis économiques mais également sécuritaires à relever pour les deux parties. Au niveau sécuritaire, compte tenu des défis de stabilité et de sécurité dans la sous-région, nous devons également porter une attention particulière sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente, ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de gestion des flux migratoires. Pour la thématique commerce et investissement, je voudrais encourager nos deux parties à trouver des solutions partagées et mutuellement bénéfiques. La présente session s'inscrit dans le cadre de l'accord de Samoa signé le 15 novembre dernier entre l'Union européenne et les pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce nouvel accord entrera en vigueur ce 1er janvier 2024 et va réguler pour les 20 années à venir la coopération entre ces deux organisations. La présidente de commission du Sénat vient d'être dotée de véhicules de fonction. La présidente de l'institution, Kandia Camara, a procédé officiellement à la remise de ces véhicules. Ils vont permettre d'améliorer le travail et surtout la mobilité de ces présidents de commission. Herman Guivet. Les présidents des commissions permanentes du Sénat reçoivent officiellement les clés de leurs véhicules de fonction des mains de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Des véhicules de fonction tout-terrain type 4x4, des véhicules plus adaptés à la nature de leur mission.
Les sénateurs bénéficiaires de cette action n'ont pas manqué de remercier la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui n'a ménagé aucun effort pour l'acquisition de ces véhicules tout-terrain. Au nom de mes pairs, je voudrais vous traduire notre profonde reconnaissance pour cet acte important que vous posez aujourd'hui. Pour notre part, nous voudrions vous affirmer notre engagement à prendre soin de ces véhicules et à accomplir nos fonctions avec la plus grande détermination à l'effet de continuer de mériter votre confiance. Pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, cette action est à inscrire au nombre des initiatives qui contribueront à l'amélioration des conditions et dispositions de travail des sénateurs. Lors de mon discours d'orientation, prononcé le 12 octobre 2023, je vous avais fait part de mon engagement à améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail de mesdames et messieurs les sénateurs, ainsi que celles du personnel administratif et technique. La remise aujourd'hui de ces 6 véhicules de fonction au président de commission permanente, 2 mois après ma prise de fonction, participe de ce processus. Messieurs les présidents des commissions permanentes, je suis pleinement conscient de vos multiples attentes. Je voudrais vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour permettre à chacun et à chacune d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir bien voulu autoriser la prise en charge de ces véhicules par le budget de l'État. Au total, 6 véhicules ont été remis aux 6 présidents des commissions permanentes que compte le Sénat. Dans le même temps, la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine UPA s'est ouverte à Abidjan. Plusieurs délégations parlementaires venues de 41 pays sont réunies au sein de l'Assemblée nationale. Les échanges portent notamment sur les thématiques de l'insécurité sur le continent et aussi l'intégration économique avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange ZLECAf. La 45e conférence de l'Union parlementaire africaine aborde diverses thématiques relatives à l'insécurité sur le continent et le commerce interafricain. Devant les délégations parlementaires présentes, le président de l'Assemblée nationale partage sa vision sur les actions pour freiner le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. La lutte contre l'insécurité et le terrorisme sont incontestablement des facteurs favorisant l'instabilité politique et la récession de nos économies. Pour y faire face, il nous faut d'une part renforcer la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et favoriser la tolérance politique et religieuse. D'autre part, il nous faut rendre performantes nos économies et faire de la formation des jeunes notre combat. Réduire considérablement les effets dévastateurs de l'insécurité sur le développement des États, mais aussi favoriser une intégration économique entre pays africains avec la mise en œuvre effective de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Force est de constater que le commerce intra-africain demeure marginal. Pour remédier à ce déficit, il nous faut adopter et mettre en œuvre des politiques commerciales cohérentes et efficaces tant au niveau national, régional que continental. J'ai espoir qu'au terme de nos assises, nos recommandations permettront de lever les obstacles à ce projet ambitieux de la ZLECAf. La séance d'ouverture de la 45e conférence de l'UPA a vu la présence de plusieurs présidents d'institutions parlementaires, à savoir le président de l'Assemblée nationale du Bénin et de la Centrafrique, le président du Sénat du Burundi et Kandia Camara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Et direction le SESEC pour cette séance plénière des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. 2 projets ont été présentés. Le premier concerne la santé publique et le deuxième, l'agriculture. Didier Nguessan. Conformément au programme de sa 2e session ordinaire, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, présidé par le Dr Eugène Akawele,
a tenu une séance plénière qui a permis à l'ensemble des conseillers d'examiner le rapport et d'adopter le projet d'avis élaboré par la Commission des affaires agricoles et domaniales sur le thème bio-agriculture et santé publique. Les défis de santé publique et de sécurité alimentaire sont énormes et capitaux pour nos populations qu'il convient d'adresser avec responsabilité et en toute efficacité. En nos qualités de membres de cette Assemblée, nous avons la lourde responsabilité de produire des avis pertinents et de fournir des recommandations éclairées qui permettent d'aider les décideurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Après lecture du rapport, les différentes commissions ont salué le travail réalisé par la Commission des affaires économiques et financières chargée de mener cette étude. Le projet d'avis a été voté à l'unanimité des membres de l'institution présents sous réserve de quelques observations. L'agriculture étant la clé de voûte du système socio-économique de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'y rattache présente un intérêt particulier. Comment maîtriser sa facture d'électricité? Comment éviter les fortes tensions sur le réseau électrique national, surtout en cette période de Cannes qui s'annonce? La semaine de l'efficacité énergétique vise à répondre à ces questions. Elle est initiée par la Direction générale de l'énergie et par la coopération allemande. Lancine Bakayoko. Cette large campagne organisée en coordination avec la coopération allemande via la semaine de l'efficacité énergétique est lancée en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations à l'initiative de la Direction générale de l'énergie. Il s'agit de sensibiliser le public sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique pendant la période des compétitions et éviter les déperditions. Nous savons que cette période, avec l'affluence, avec tous ceux qui viendront pour la CAN, va nécessiter des apports importants en énergie et les consommations d'électricité vont grimper. Donc pour nous, il est bon d'être auprès des populations, de leur dire que c'est possible de réduire sa facture d'électricité à travers des gestes simples. L'opération vise en particulier les entreprises, notamment hôtelières, en vue de réduire la facturation, mais plus globalement les ménages afin de mieux maîtriser les dépenses familiales. À travers notamment le choix des technologies appropriées et l'emploi des meilleures pratiques dans la gestion des enjeux liés à la question de l'énergie, comme levier de compétitivité, de renforcement des acquis et de développement pour ces différentes entreprises. Votre présence à cette activité témoigne de l'intérêt et de votre disponibilité à vous associer à toute initiative visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à adhérer à la dynamique amorcée à l'échelle globale, consistant à développer une économie résiliente et adaptée aux enjeux climatiques. Dans plusieurs communes et grandes surfaces comme ici à Yopougon, des rencontres de proximité ont permis de toucher le plus grand nombre possible d'abonnés au réseau électrique. Nous, on ne sait pas comment utiliser le courant, pourquoi souvent c'est élevé. Donc lorsqu'il y a ce genre de colloques-là, ça nous permet vraiment de pouvoir nous recader et voir comment prochainement on peut utiliser le courant pour ne pas faire des dépenses exagérées, des dépenses inutiles. Résultat attendu, protéger aussi bien les équipements électroménagers que les installations et réseaux électriques durant la période de la CAN. En politique, en vue de leur assemblée générale élective le 17 décembre prochain, les femmes du RHDP se préparent. 6 candidatures ont été annoncées et un mercredi, elles ont tenu une conférence de presse. La présidente du comité d'organisation, Raymonde Goudou-Kofi, a donné les dernières informations sur cette élection. Sidonie Davila. Les femmes du RHDP s'apprêtent à élire leur présidente le 17 décembre prochain. La mobilisation est palpable au sein du parti qui a validé 6 candidatures pour la compétition. Nous avons recueilli leurs motivations qui, de façon unanime, vont dans le sens de la cohésion, de l'engagement et de la volonté de servir le parti et toutes les militantes. Mais surtout, elles ont confirmé leur attachement au président du parti et aux idéaux qu'il incarne. Le thème choisi pour cette Assemblée générale élective, pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire, démontre bien de l'ambition
de la volonté, de l'engagement des femmes à ne laisser aucun espace, aucune parcelle dans le renforcement des acquis du parti sur le terrain. Un appel est lancé à toutes les femmes du parti en vue de leur participation active à cette assemblée élective qui se veut festive. Il s'agira donc, ce 17 décembre, de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union des femmes RHDP, de l'élection de la présidente. Il s'agira également de remobiliser nos militantes et sympathisantes en vue de la victoire du RHDP en 2025. Nous voulons faire de cette Assemblée générale une véritable fête en l'honneur de notre président du parti, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous attendons à cet effet 8000 femmes ce jour-là, et même plus. La présidente du comité d'organisation, qui n'est autre que Raymond Goudou, assure que des mesures rigoureuses seront prises pour garantir un scrutin apaisé et transparent. Keke Loyo Christelle, institutrice à l'EPP Batangouin, à une quinzaine de kilomètres de Mans, et son fils ont trouvé la mort à leur domicile. L'histoire a créé l'émoi dans tout le pays. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée transmettre la compassion et la solidarité du gouvernement à la famille endeuillée par ce crime crapuleux. Khalid Diomandé. Au-delà de sa famille biologique, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui est affecté par la disparition tragique de Christelle Flavie Keke, l'institutrice assassinée avec son fils le 20 novembre dernier. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est à tout maudit pour traduire la compassion gouvernementale à la famille éplorée. Une compassion matérialisée par une enveloppe d'1 700 000 francs CFA pour l'organisation des obsèques. La famille est soulagée, la délégation est venue, je dis merci. Je dis merci au gouvernement, je dis merci au chef d'État, je dis merci à la délégation de Madame la ministre. Le présumé auteur du meurtre de l'institutrice a été appréhendé le 29 novembre dernier dans la commune d'Abobo. Miss Belmondo Dogo rassure que le gouvernement veillera à ce que justice soit rendue. La 28e conférence des partis COP28 s'est tenue à Dubaï. En marge des rencontres officielles, la délégation ivoirienne a profité pour rencontrer plusieurs partenaires qui s'engagent d'ailleurs à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire. Grace Kando et Adama Sangari. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique élargit ses opportunités de financement climatique à la COP28 à Dubaï. Jacques Assaoré Conan multiplie les partenariats avec des structures engagées dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques. À cet effet, il a reçu le secteur privé ivoirien qui s'engage à accompagner le gouvernement. Le sujet du climat nous touche tous, ça a un impact direct sur nous. Nous avons justement un forum dans le premier trimestre de 2024, et donc pour aller en profondeur de ces solutions-là, et on compte sur la participation active de Monsieur le ministre. Le DJI et l'Union internationale pour la conservation de la nature ont aussi échangé avec le ministre Jacques Assaoré Conan. Remercier la Côte d'Ivoire du partenariat fécond que nous avons à travers différentes initiatives, qu'il s'agisse de la gestion du littoral à travers le projet WACA et d'autres initiatives dans le cadre de la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'intention ensemble dans le cadre de notre partenariat portée à l'échelle à travers une phase plus renforcée, plus diversifiée, en intégrant l'approche biodiversité et développement durable, développement des communautés, avec l'implication des communautés locales. Concrètement, on va découvrir les priorités d'investissement dans le pays, mais il y a des moyens technologiques pour avoir une agriculture plus résistante, plus résiliente. Et nous avons pas mal de projets.
pour accompagner le gouvernement pour avoir moins des impacts climatiques sur l'agriculture. Des rencontres qui suscitent déjà beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Le GGGI, qui est une agence mondiale pour la croissance verte, qui accompagne les États dans la mise en place d'un développement durable. C'est un honneur qui nous fait de nous visiter et nous permet d'échanger sur la coopération qui existe déjà et sur les évolutions futures qu'on peut apporter à cette coopération. Et nous a annoncé la mise en place d'une nouvelle initiative SAFE qui consiste à trouver les financements du côté de l'Asie pour pouvoir les mettre à disposition des pays africains. Nous sommes preneurs de cette démarche et je lui ai dit que nous allons faire tout pour avoir au minimum 10% de ces financements pour pouvoir mettre à la disposition du développement durable de notre pays. La COP28 est véritablement le lieu pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique pour nouer des contacts avec les partenaires au développement pour faire avancer l'action climatique. Telle est l'ambition affichée par le ministre Jacques Assaoré-Conan. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam. La ministre de la Francophonie s'est rendue sur le chantier de la Maison d'Art. Françoise Remarque est allée s'assurer du bon déroulement des travaux sur ce projet culturel initié par le ministère et par la Fondation Société Générale. Jean-Marc Djadji nous donne plus d'informations sur ce projet en culture. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, sur le chantier de la future Maison d'Art de Grand-Bassam. Elle vient constater l'état d'avancement des travaux qui démarrent. Anciennement siège de l'ex-hôtel des Postes et douanes de cette ville patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, cet édifice sera un espace de valorisation de la culture et de l'art. Ce projet est une initiative du ministère de la Culture, soutenu par la Fondation Société Générale. Dans le cadre des actions de valorisation portées par le ministère de la Culture, je suis heureux de constater aujourd'hui que ces travaux sont une réalité et que la réhabilitation de ce bâtiment emblématique évolue bien. Nous avons beaucoup de talents et justement ce musée devra permettre de pouvoir valoriser ces talents, les confronter à de nouvelles expériences et en voir émerger de nouveaux. Les étapes de démolition et de curage sont en cours pour la rénovation de ce site historique qui a plus de 100 ans d'existence. Après visite du chantier, la ministre Françoise Remarque se dit satisfait des travaux et remercie toutes les parties prenantes du projet. Je tiens à remercier la Fondation Société Générale qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter ce symbole de la ville historique de Grand-Bassam. La particularité de ce projet, dans cette année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État, c'est que ce projet était aussi un chantier école. Donc des étudiants de l'INSAC seront présents pendant toute la réhabilitation et on espère effectivement que cette transmission pourra et devra aujourd'hui ouvrir de vastes chantiers, bien sûr dans la ville historique de Grand-Bassam, mais aussi dans tous les bâtiments et tous les lieux, toutes les villes dans lesquelles une histoire s'est construite ici en Côte d'Ivoire. La Maison d'Art de Grand-Bassam comprendra plusieurs installations, dont une salle de collection permanente, une salle d'exposition temporaire et une résidence d'artistes. La fin des travaux de cette architecture est prévue pour le mois de septembre prochain. Eugène Atoubé va maintenant nous conduire dans le royaume du Saint-Louis. Ce peuple célèbre la nouvelle Igname. C'est une fête qui marque le début du nouvel an en royaume Saint-Louis. C'est aussi un moment de communion entre le roi et ses sujets. Sa Majesté Nana Amondoufou V, roi du Saint-Louis, porté par ses petits-fils depuis la chefferie et accompagné jusque sur l'artère principale du village où commence sa parade. Bienvenue à Krindiabo, siège du royaume Saint-Louis. La scène participe du rituel de la fête de l'Igname, comme l'exige la tradition dans le Saint-Louis. La fête de l'Igname, moment de retrouvailles, moment aussi de solidarité et expression de l'union des filles, fils et cadres du Saint-Louis autour de leur roi. Une forte présence qui montre leur attachement à la tradition et leur fierté d'appartenir à ce royaume où l'hospitalité, la cohésion sociale et vivre ensemble sont des valeurs partagées. Tout fils du Saint-Louis, présent à la célébration de l'Igname ou absent ce jour-là, ne peut oublier ce que représente le précieux tubercule et son rapport avec ce peuple. La sortie de la nouvelle Igname marque la fin de l'année et le début de l'autre année. On va pas en fait avec des rancœurs.
On ne va pas en fait avec des palabres. On ne va pas en fait avec des deuils. On avertit toutes les familles éplorées, soit d'enterrer leurs morts, soit de les éloigner de la cité qu'on doit purifier. Donc ces dispositions-là sont inévitables. La fête à la vérité commence au lever du jour, à la date de l'événement avec les femmes. Dans les différentes habitations, bien avant la cérémonie de purification au fleuve. Dans leurs cuisines respectives, les femmes préparent le repas dédié au menu duquel l'igname est la vedette. Dès que nous nous levons, nous faisons les ignames que nous écrasons en foufou. On prépare aussi les œufs qu'on ajoute, nous les présentons. Et les hommes qui sont habilités à offrir ce repas-là aux esprits le font. Après tout le rituel exigé par la tradition, vient le temps de la réflexion sur les projets majeurs dans le royaume. Au nombre de ceux-ci, la construction du palais du roi du Sanvi à Krendiabo. La gestion du royaume Sanvi, c'est bâtir un projet polyvalent qui est à la fois comme un musée pour matérialiser notre histoire. C'est la 130e édition de sa fête de l'igname que célèbre le royaume du Sanvi cette année 2023. Une fête que les populations tiennent pour la plus belle et la plus réussie de ces 5 dernières années, sous le règne de Sa Majesté Nana Amandoufou V, 7e roi du Sanvi. Un autre événement culturel ivoirien, la journée de lancement des activités de la 6e édition du Tongpini Dale, dédiée à la jeunesse cette année. Pour joindre l'utile donc à l'agréable, il a été demandé au groupe de jeunes de proposer des projets innovants en rapport avec la promotion des potentialités culturelles et naturelles de la région. Ainsi, des idées de projets d'entrepreneuriat issus des 5 départements étaient en compétition. L'équipe de Mans, qui propose la production locale du savon noir, remporte la première place. Comme récompense, une enveloppe de 7 millions de francs CFA venant du conseil régional du Tongpi, dont 2 millions de francs CFA offerts par le président du conseil. Pour le groupe vainqueur, ce montant va permettre de développer leurs activités et d'offrir donc des opportunités d'emploi à la jeunesse. Et puis dans l'actualité internationale, la frontière sud-est de la Finlande avec la Russie qui est de nouveau fermée. C'est une décision prise par Helsinki après les arrivées de plus de 400 demandeurs d'asile en seulement quelques semaines. Du jamais vu pour la Finlande qui voit là une nouvelle tentative de déstabilisation du Kremlin. Mais cette décision pénalise les binationaux qui vivent ou travaillent d'un côté de la frontière. Ils étaient environ 200 à manifester devant la municipalité pour réclamer la réouverture des frontières, tous ayant des proches en Russie, notamment des parents âgés surtout qui ne peuvent pas les rejoindre. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et à demain, 20h sur RTI 1.